Entreprises européennes, américaines, chinoises, malaisiennes, que sais-je. Autrement dit, le citoyen africain est souvent exclu du partage des richesses. Les dirigeants politiques et les multinationales risquent donc d'être les grands gagnants. Oui, ils sont exclus des richesses de l'Afrique. Selon la conférence de Berlin, 1884-1885, et selon Léopold II, le maître du Congo RDC, parce que Léopold II, il s'est dit que le Congo c'était à lui. Et voilà pourquoi toute la communauté internationale, ils rentrent au Congo RDC, ils violent, ils tuent, ils prennent des enfants mineurs en captivité avec la bande de Kabila Lamoura. Ils violent les petites filles. Et ça fait plaisir à la communauté internationale, parce que parmi cette communauté internationale, il y a des pédophiles. Donc ils violent les enfants, et après ils font quoi? Ils découpent avec des machettes. Je ne me suis pas levé dans le combat de l'Afrique pour la rigolade. Non. Et Beba Kaka, l'homme blanc, il faut qu'il paye. Depuis l'époque de Léopold II, on a fait des massacres au Congo RDC. On a découpé les mains, les pieds des parents de nos ancêtres pour le caoutchouc. Le caoutchouc, hein? Le liquide du caoutchouc pour avoir les pneus de voiture, les pneus des avions. Toute la technologie, ce qu'ils ont. Mais regardez bien, les vélos moteurs, caoutchouc. Les Vespa, caoutchouc. Les véhicules de l'armée, caoutchouc. Et avec le sang des Congolais. La guerre que les États-Unis ont gagnée grâce à l'uranium du Congo. Tout à l'heure, nous allons voir le bassin du Congo. Comment ils sont en train de couper les arbres. Les Chinois, une menace pour toute l'Afrique. De cette carte à 1 milliard. Bien, avec moi sur ce plateau, Grégoire Niodet, bonjour. Vous êtes chargé des questions financières au Secours catholique et Caritas France et vous êtes l'un des membres de la coalition internationale, de la campagne internationale qui est intitulée « Publiez ce que vous payez ». Donc, c'est quoi votre démarche dans cette campagne internationale « Publiez ce que vous payez » ? Je pense que le titre résume très bien ce que ça veut dire. C'est une campagne qui est née donc il y a une douzaine d'années pour justement demander aux compagnies du secteur extractif, donc mines, gaz, pétrole et de plus en plus forêt, ce qu'elles versent au gouvernement pour qu'ensuite on puisse demander des comptes sur l'utilisation de ces ressources. Est-ce que ça a servi le développement réellement ou des dépenses d'apparat ou autre. Donc c'est de la transparence. C'est un processus de transparence. Donc c'est vraiment la première étape indispensable avant d'aller plus loin pour savoir si on gère bien ces ressources. Alors vous l'avez dit, ça a commencé en 2002, je crois, cette campagne. Oui. Aujourd'hui arrive cette initiative de la Banque mondiale avec ce titre un petit peu stevensonien, hein, la carte à 1 milliard. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que l'Afrique est prête? Je ne sais pas si on peut dire que l'Afrique est prête. Il y a plusieurs processus, notamment ces processus de transparence, qui peuvent permettre que ça arrive dans de bonnes conditions. Maintenant, je ne suis pas sûr que les gouvernements soient, d'une part, en capacité de bien négocier avec les compagnies pour derrière utiliser correctement ces ressources, pour faire respecter à la fois les droits, les problèmes d'environnement, les questions d'environnement, les conséquences que ça peut avoir auprès des populations environnantes des sites d'exploitation. Et puis ensuite, dans la gestion des ressources derrière, pour savoir si avec cet argent, ils vont plutôt acheter des hôtels particuliers ou de l'armement, ou financer des routes, la construction de centres de santé, former du personnel de santé, etc. Mais donc pour vous, c'est quand même bien de savoir ce qu'on a dans nos sous-sols. Ça peut être bien, mais si... Alors, c'est là où il faut peut-être faire la différence entre l'outil lui-même qui peut être utile et l'utilisation qui en est faite. Et est-ce qu'il y a des compétences ou la volonté politique, surtout dans des pays comme les pays d'Afrique, de gérer correctement ça et de gérer au bénéfice des populations? S'il n'y a pas vraiment ces conditions réunies, ça risque d'être un outil. Mais sincèrement, vous pensez qu'elles sont réunies, ces conditions, ou pas?
On est en train, nous, on se mobilise pour qu'elle soit réunie. Mais maintenant, c'est pas évident, forcément, qu'elle le soit. Alors, 12 ans de campagne, quand même, 2002 oui. À peu près. Qu'est-ce qu'on en tire, là, comme premier bilan? Parce qu'il y a certes la problématique des États et des gouvernants africains qui doivent jouer le jeu, mais il y a aussi les multinationales qui doivent jouer ce jeu-là, de la transparence. Alors ce qui est assez intéressant, c'est que lorsque cette campagne a été lancée, il y a eu un succès mitigé, mais un grand succès quand même immédiat. Ça a été le lancement de l'initiative pour les transparences des industries extractives. Donc c'était à l'initiative des pays du G8, notamment de Tony Blair à l'époque. Et donc c'était l'idée de mettre ensemble autour d'une même table les compagnies, les gouvernements des pays de production et les organisations de société civile, les ONG, les syndicats, etc. Et donc d'avoir, pour discuter à la fois des standards de publication, comment on allait publier ce qui était versé par les compagnies d'un côté, et les gouvernements avaient aussi à publier ce qu'ils recevaient de la part des compagnies, et on comparait. Et on a eu parfois des surprises assez rigolotes où il y avait des écarts de 30%, c'est arrivé au Congo-Brazzaville par exemple. Sur cette initiative était très intéressante parce que c'était très novateur et très nouveau de mettre ces acteurs ensemble autour d'une table et de façon assez publique. C'est la même chose, donc ça se faisait à la fois au niveau des pays de production mais aussi au niveau international pour avoir des règles un peu uniformes. Mais cette initiative n'était que volontaire. C'était un truc volontaire, on pourra quand même y aller tranquillement sans trop se mouiller. Et au niveau des gouvernements, là, ça a été plus compliqué. Et donc, bon, ça a quand même porté ses fruits. Ça n'a pas été facile forcément, pour notamment les militants de société civile dans les pays de production. Certains ont été en prison, certains ont connu l'exil, des menaces, etc. Et alors, ça a avancé chez nous aussi. L'UE a diffusé des directives en 2013, donc là, qui vont être appliquées, c'est obligatoire d'ici les 2 ans qui viennent. Voilà, et c'est là où on a reçu, là où il y a eu plus de réticence de la part des compagnies, c'est que il y a eu, quand ça devient obligatoire, là, ça coince un peu plus. Et donc les compagnies ont notamment voulu que ce ne soit pas au niveau local la publication, mais au niveau national et global. Donc chaque pays. Au niveau de chaque pays, oui. Mais nous, ça a été un de nos chevaux de bataille assez important, c'est de l'avoir aussi projet par projet pour que les collectivités, les communautés locales puissent aussi avoir cette information et autour des sites de production puissent aussi demander des comptes sur les ressources qui sont sorties de leurs sources. Donc je disais directive européenne de 2013, est-ce qu'elle a été appliquée dans le champ national, par exemple en France? En France, ça vient d'être voté, comme on dit, transposé, c'est-à-dire un droit européen qui est transposé en droit national. Il y a cette même, en fait, c'est parti aussi des États-Unis dans le cadre de la loi sur la régulation en 2010, mais ça a pris du retard depuis, et notamment parce que le lobby pétrolier américain a porté plainte contre cette réglementation. Et ça a été transposé au niveau britannique, au niveau français et au niveau allemand, donc on est à peu près dans les clous, et donc on aura les premiers chiffres à partir de 2016 sur l'année 2015. Ils seront publics? Ils seront sur les sites internet des compagnies, et normalement on espère que ce sera dans des formats utilisables et qui pourront être facilement diffusés auprès des populations locales. Eh bien, on suivra cette affaire. Merci Grégoire Niaudet, l'émission est terminée, mais comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur france24.com. En attendant, restez avec nous. Voilà, le système capitaliste en train de exterminer l'Afrique, le système capitaliste. Vous avez entendu tout à l'heure, ils ont parlé du Congo-Brazzaville, parce qu'il y a immensément de minéraux. Voler les minéraux et voler les organes des Congolais. Les Congolais tués au Congo par Sassou. Et ils amènent les organes. Des avions, les avions avec des insignes, la Croix-Rouge, Red Cross, décollage en direction avec des organes. L'Europe, les États-Unis, trafic d'organes. Oh non, l'homme blanc, l'homme chinois, même opération double coup de poing. Exactement comme l'homme blanc ont fait à l'époque de l'esclavagisme. Prendre les noirs et les amener. Ils adorent, car ils ont fait de l'être humain noir une marchandise meilleure.
une marchandise. L'homme chinois en Afrique, très très dangereux. L'Afrique, le continent le plus riche, mais l'Afrique, le continent, là où les Chinois viennent s'amuser. Ils viennent s'amuser. Oh non, l'Afrique. Avec Care, consultez un médecin en vidéo. Déjà fait, il y avait le foyer des Blancs à 150 mètres carrés. Le foyer des... Quand on voit le barrage d'Edea, qui a été conçu par les Français, ils avaient déjà fait, il y avait le foyer des Blancs à 150 mètres carrés. Le foyer des Noirs, 10 mètres carrés. Là, on est déjà indépendant. Le système d'apartheid qui continue. On est indépendant, on est dans notre pays. Le plaisir de partager avec vous ces 2 heures d'émission en sa compagnie. Jean-Paul Pougala qui nous a fait l'honneur de répondre favorablement à notre invitation et que j'accueille avec joie sur ce plateau de Cameroun Voice. Professeur Jean-Paul Pougala, bonjour, bienvenue à Montréal. Merci, bonjour à tout le monde et bonsoir selon où on se trouve. Exactement. Alors Jean-Paul Pougala, vous êtes citoyen camerounais et directeur de l'Institut d'études géostratégiques de Genève en Suisse et de Douala au Cameroun. Vous enseignez la géostratégie africaine aux étudiants africains et suisses, mais surtout vous venez de publier le premier des 4 tomes de géostratégie africaine publié par l'Institut d'études géostratégiques. Nous allons bien entendu en parler de long en large. Alors moi j'ai une première question d'emblée. D'où vous vient cette motivation pour les questions géostratégiques et particulièrement sur l'Afrique? La motivation vient de l'expérience personnelle que j'ai eu à vivre. Je viens d'une couche de la population très pauvre. J'ai eu des difficultés souvent pour avoir mangé avant de dormir quand j'étais petit. Et je me suis dit à un moment donné, c'était pas normal. Pourquoi tout ça? Comment est-ce qu'on pouvait faire pour que les enfants n'aient pas à vivre ce que moi j'ai vécu? À l'âge de 10 ans, j'ai conduisais le pousse-pousse en Consamba. Déjà? Oui, le pousse-pousse. Donc j'étais l'enfant, garçon de la rue, comme on dit. Le pousse-pousse, je le louais à 75 francs CFA. Et il fallait que... Une course, c'était dans les 5 francs à 10 francs CFA. Donc il fallait que j'ai au moins 7 personnes pour ramasser. Le jour où j'ai arrêté de faire le pousse-pousse, j'ai pris un client qui m'avait tellement chargé le pouce. Sur une pente de Consamba, je lui ai demandé un coup de main. Il m'a regardé d'en haut en bas, il m'a demandé... il m'a toisé. Il m'a demandé si j'avais envie de blaguer. Mais à la fin, le pouce-pouce, ça m'a entraîné. Toute ma culotte a été déchirée. Je ne pouvais plus tenir. J'ai laissé le pouce-pouce qui est parti faire des dégâts. Et j'ai fui. Donc le propriétaire du pouce-pouce ne sait pas ce qui est devenu son pouce-pouce. C'est comme ça que j'ai disparu. Donc c'est le genre d'éléments que j'ai vécu en tant qu'enfant. Ça m'a marqué, ça m'a frustré. Donc lorsqu'on devient économiste, on se dit... Mais je le rappelle, vous êtes économiste de formation. Oui, voilà. Et on se pose la question, mais pourquoi tout ça s'est passé? Et j'arrive à la conclusion de chercher à comprendre le système. En cherchant à comprendre le système, je me rends compte que le système nous a formatés pour qu'on soit des esclaves volontaires. Et pour apporter une solution, il ne suffit pas de faire de la propagande, il ne suffit pas de dénoncer. Il faut être capable d'aller voir quels sont les pièges du système. Qu'est-ce que vous entendez par système très rapidement, professeur? Système dominant, c'est ce que... système dominant. Voilà, système dominant, c'est le modèle que nous avons. On nous a dit que nous avons été indépendants, on n'est pas indépendants du tout, parce qu'on a continué, même après l'indépendance, comme si de rien n'était. Un exemple, tout à l'heure on va parler d'économie.
nous, on a 70% de la population en Afrique vit de l'agriculture, mais nous n'avons pas de collège agricole, on n'a pas de lycée agricole. Le système dominant a voulu que nous fassions ce que j'appelle des séries où on ne crée pas la richesse, parce qu'ils se sont garantis qu'on ne devait pas mettre en difficulté leur compétitivité, on ne devait pas mettre en difficulté leur hégémonie. Voilà. Donc, c'est lorsqu'on entre en contexte de tout ça, il faut à la fin chercher quelles sont les solutions. Comment est-ce qu'il faut parvenir? Donc, il faut démonter tout le mensonge que le système nous a raconté pour nous tenir en esclavage. Donc, il y a déjà ce problème de démonter tout le mensonge. Parce que le système se base sur du bluff. Le premier bluff consiste à nous convaincre qu'on est des pauvres. On est convaincu qu'on est pauvre, donc on est convaincu que c'est eux qui vont venir nous sauver de la pauvreté. Les gens ne regardent pas la richesse sur laquelle ils sont assis. Ils voient que c'est l'Europe, c'est l'Amérique du Nord dans ce cas, qui est le paradis. Et lorsque nous laissons notre territoire, c'est eux qui viennent maintenant exploiter notre territoire. Donc, ce que je cherche à faire à travers ce cours que j'ai créé, Géostratégie africaine, c'est pour redonner comment on peut dire, ce qui nous manque, c'est le patriotisme. Pour qu'on ait le patriotisme, il faut qu'on aime notre terre. Dès lors qu'on nous a raconté le mensonge que nous étions dans une terre minable, on ne peut pas l'aimer. On ne peut pas aimer quelque chose qui n'est pas bien. Donc, je cherche à montrer pourquoi on peut être fier de notre terre. Et c'est parce qu'on est fier de notre terre qu'on sera capable de la défendre. Aujourd'hui, les Africains disent oui, on aime l'Afrique. Mais quand on va sur les questions les plus pointilleuses, on se rend compte que personne ne peut aimer quelque chose qui n'est pas bien. Personne ne peut aimer quelque chose qu'on vous a raconté depuis que vous êtes né, que ça ne vaut pas la peine. Dans mon devoir, je me suis dit, pour éviter que d'autres enfants aient l'enfance que moi j'ai eue, il faut qu'on puisse changer le système. Et pour le faire... Donc vous avez fait l'expérience d'être la victime du système, c'est ce qui vous a motivé un petit peu. Exactement. J'ai été une victime excellente du système, parce que tout à l'heure je vous ai parlé du pouce-pouce que j'ai fait, j'ai trié le café en Konsamba. J'ai dit souvent le café comme le cacao ou le coton, c'est comme la malaria en Afrique, il faut l'éradiquer complètement. Parce que lorsque l'Égypte est devenue indépendante, le président Nasser a dit on ne peut pas continuer avec le coton parce que le coton a été introduit en tenant compte des intérêts de quelqu'un, pas des intérêts de l'Égypte. Le café a été introduit en fonction des intérêts du colon, pas de nos intérêts. Nous ne consommons pas le café. Tout à fait. Voilà. Ça, c'est la dimension économique. On aura certainement l'occasion de l'aborder en long et en large. Ça, soyez rassurés là-dessus. Précisément, justement, professeur Pougara, qu'est-ce que la géostratégie africaine? Qu'a-t-elle de spécifique? Voilà. La géostratégie est d'abord applicable au domaine militaire. Mais lorsqu'on dit tout coup géostratégie, c'est qu'on est en train de faire l'apologie du standard, du système dominant. Or, lorsqu'on envoie nos militaires formés au Canada ou en France, on les forme pour défendre les intérêts du Canada ou bien de la France. On le voit dans le cas de la Syrie. Lorsque le pays a eu des problèmes, ce sont les généraux formés en France et en Grande-Bretagne qui ont fait désertion. Donc, la géostratégie tout court veut dire que les intérêts de l'Occident. Or, la géostratégie africaine, c'est de dire, ok, nous on part des mêmes principes de protection de notre territoire, mais cette fois-ci en tenant compte que les intérêts standards ne sont pas nos intérêts. Il faut qu'on aille dans un particularisme pour trouver quels sont nos intérêts. Parce que déjà, nous on parle en langue française. En parlant en langue française, ça veut dire que nous on est déjà une faiblesse. Et à l'intérieur de cette langue française, nous allons développer des stratégies. Si on ne tient pas compte que nous avons une faiblesse de départ, on risque de dire qu'on va en guerre, mais dans cette guerre, c'est perdu d'avance. Donc, la géostratégie africaine permet de donner les instruments, parce que nous sommes en guerre. Inutile de dire que nous sommes des frères et tout ça, on est en guerre. Et pour permettre à nos jeunes, surtout, de ne pas être aussi infantilisés qu'ont été leurs parents, je cherche à donner des instruments qui vont leur permettre d'interpréter le système tel qu'il doit être. Parce que, comme je l'ai dit, le système est basé sur le bluff. Beaucoup de mensonges. Alors, en quoi, quelles sont les composantes justement de cette géostratégie africaine? Pourquoi est-elle nécessaire maintenant?
Alors, les composantes, on a le premier tome traite de la politique, le deuxième tome traite de l'économie, le troisième va traiter de la culture et le quatrième tome va traiter de la spiritualité en général. Donc ce sont les 4 piliers de votre stratégie africaine. Il faut que les Africains maîtrisent ces 4 piliers. Parce que si on... Et le système a fabriqué notre faiblesse sur la très grande spécialisation. Lorsqu'on est littéraire, on fait seulement la littérature. Lorsqu'on est ingénieur, on fait juste ce qu'on a fait. Moi, en plus d'être économiste, j'ai fait une formation en mécanique, j'ai fait une formation en agronomie, j'ai fait une formation en électrotechnique. C'est ça qui me permet aujourd'hui d'avoir une vision à 180 degrés. Si je n'avais pas fait ça... Vous êtes polytechnicien alors? Un peu comme ça, mais j'ai fait des formations non diplômantes. Parce que chez nous, le système nous a amené à faire croire que lorsqu'on a un diplôme, ça suffit. Or, d'habitude, nous avons le diplôme dans le système. On a des diplômes qui font l'apologie du système. Donc le fait qu'on vient dire qu'on vient de Sorbonne, Paris, chez nous, ça devrait suffire. Moi, je dis que ça ne suffit pas. Parce que souvent, c'est des naïfs qui sortent de là. Ils sont formatés dans le système. Voilà. Donc, la géostratégie africaine de... Voilà, c'est comme il y a des Africains. Ils ont eu le bac 900. Bac 900. Ils se disent des intellectuels. Mais ils ont fait le niveau scolaire de l'homme blanc pour que l'Afrique soit dans le calvaire. Est-ce que ceux qui ont bac 900, est-ce qu'ils ont développé l'Afrique? Est-ce que ceux qui sont des avocats, des architectes, des seigneurs, des diplômes de l'homme blanc, est-ce qu'ils ont développé l'Afrique? C'est tous des enfoirés de merde. Venez aimer celui qui vit dans des villages que ceux qui sont allés à l'université de l'homme blanc. Des cafards. Et je le redis, des cafards. devrait être enseigné même depuis l'école primaire. Parce que lorsqu'on a formé un enfant en lui disant tu ne vaux rien, ton pays ne vaut rien, ton prédateur est très généreux, il est très bon, ton salut viendra de ton prédateur. Quand cet enfant deviendra grand, c'est très difficile qu'on puisse lui transmettre le patriotisme. Il peut vendre le pays parce que dès l'enfance, on lui a dit que son pays ne vaut rien. Donc lui-même voit que son salut, c'est dans son prédateur. Okay, ça c'est donc dans la dimension, on va dire éducation un petit peu. Il faut éducation. Tout à fait. Alors, est-ce que les conditions du déploiement de cette géostratégie africaine sont-elles là, sont-elles réunies? Que faut-il pour ça? Les conditions, beaucoup de gens m'ont découvert avec la crise ivoirienne ou bien la crise libyenne. Mais c'est depuis 20 ans que je suis déjà engagé sur ce terrain. La première chose consistait à entrer dans la salle de boutons, là où ça compte en Europe. J'ai milité avec les fédéralistes européens. Oui. Parce que c'est le mouvement fédéraliste européen qui a été créé par Arturo Spinelli et ses amis qui étaient des intellectuels qui étaient en prison de Mussolini. C'est eux qui ont eu l'idée de l'Union européenne. Et c'est eux qui sont aujourd'hui les gens qui, dans l'ombre, font les textes qui sont appliqués à l'Union européenne, donc dans la Fédération européenne. Donc, je me suis donné les moyens de savoir comment ils fonctionnaient à l'intérieur du système dominant pour comprendre quels sont nos éléments de faiblesse. Et ensuite, j'ai cherché aussi à comprendre comment les Chinois fonctionnent avant de venir chez nous. Donc, dans ces éléments, comprendre l'intérieur du système. Ça me permet de comprendre que la plupart même de nos dirigeants, qu'ils soient ministres, qu'ils soient quoi, ou bien même des professeurs universitaires, ils sont en bonne foi des laquais, parce qu'ils enseignent la soumission. Ils enseignent, quand on dit la démocratie, moi je dis la démocratie n'existe pas. C'est à chaque pays d'inventer son modèle. Lorsqu'un professeur vient dire, voilà, nous devons avoir la démocratie, il y a un modèle démocratique, c'est la France. Parce que pour eux, ils croient que ce qui se passe en France, c'est ce qui se passe en Italie, c'est ce qui se passe en Suisse. Eh bien non. Nous, pas le mot démocratie en Afrique francophone, on veut dire le modèle français. Donc, les enseignants enseignent le modèle français parce qu'ils sont sortis de telle université prestigieuse
Ils sont venus avec cette idée donc de transmettre. Bah, il n'est pas mauvais le modèle français en soi. Il est très mauvais, puisque je le prouve qu'il est mauvais. Le peuple français n'a jamais choisi son dirigeant. Je l'ai donné dans l'un de mes textes l'exemple du Sénat français, parce que dans tous les pays qui se disent démocratiques, le parti au pouvoir fait des règles pour faire dire au peuple ce qu'il veut que le peuple dise. Donc, on fait des lois électorales pour se maintenir au pouvoir. L'exemple en France, lorsque De Gaulle fait la 5e République, il est de droite, il s'arrange à ce que les villages qui composent 33% de la population française expriment les 51% du Parlement. C'est-à-dire que quoi? Comme les villages sont peuplés par des personnes âgées, et comme ces personnes âgées sont des conservateurs, donc ils votent à droite, en faisant que le résultat du vote des 33% des Français résulte que ça donne 51% du Parlement. Ça a fait que pendant plus de 50 ans, la droite française a eu la majorité de façon continue. Mais professeur, ça, à la limite, on peut dire que c'est un biais du système démocratique, mais en soi, ça veut pas nécessairement, on ne peut pas nécessairement conclure qu'il n'y a pas de démocratie. Non, il n'y a pas de démocratie, parce que, si je vous pose la question, c'est quoi la démocratie? C'est le fait de voter. Entre autres? C'est le fait de voter. Entre autres. Je vais vous dire qu'en démocratie, moins de 2% des gens qui commandent sont votés. Les généraux ne sont pas votés. Les fonctionnaires. Les ambassadeurs ne sont pas votés. Tous les hauts fonctionnaires qui tiennent l'administration ne sont pas votés. Donc, c'est là le premier bluff. En effet, ceux qui parlent de démocratie, ils ont les sages ou bien les penseurs politiques de l'Europe du 17e, 18e, 19e siècle. Ils disent qu'ils appliquent Montesquieu, ils appliquent Rousseau. Rousseau dit, les Anglais croient qu'ils sont libres. Ils ne sont libres qu'un seul jour, le jour d'aller voter le Parlement. Oui, effectivement. Je me rends compte qu'en ce moment, nous avons besoin de la Chine pour lever les griffes de nos prédateurs. Et c'est uniquement à ce niveau-là. Parce que jusqu'à maintenant, nous n'avons aucune possibilité, aucun moyen de dire qu'on s'en sort du système qu'on nous a imposé. La Chine nous permet, dès lors qu'elle s'occupe, en devenant la prédatrice de nos prédateurs, elle s'occupe de nos prédateurs. Et moi, c'est pour ça que je trouve la Chine plutôt sympathique dans ce sens-là. Mais pour le reste, c'est à nous de faire tout le boulot. Oui, mais là-dessus, justement, vous dites la Chine, c'est la prédatrice de nos prédateurs. Et pendant de prédateurs, j'imagine que vous évoquez là l'Occident. Oui. La France, peut-être pour le cas du Cameroun, et puis de la Grande-Bretagne pour d'autres pays du Commonwealth. Et là-dessus, je veux savoir déjà, parlons déjà de la Chine, après on verra en quoi elle peut aider l'Afrique. Mais la Chine en elle, vous pensez qu'elle est capable d'être aujourd'hui la prédatrice de ses prédateurs d'hier? Est-ce qu'elle a le pouvoir pour ça? Est-ce qu'elle a le potentiel? Est-ce qu'aujourd'hui la Chine est arrivée à un stade où on peut se dire les Occidentaux la craignent terriblement au point où elle va les surpasser tous? Oui, la Chine a fait quelque chose qui est très intéressant, c'est que la Chine a refusé de jouer au jeu qu'on avait mis sur la table, parce que c'était un jeu truqué. La Chine a inventé son jeu. Et dans ce jeu, elle devient maîtresse de ce nouveau jeu qu'elle a inventé. Ça consiste en quoi? Jusqu'à maintenant, tout à l'heure on a parlé, tout se faisait avec l'apologie du privé. La Chine est arrivée comme un État-entreprise. Tous ses concurrents, dès lors, deviennent des faibles. Parce que lorsqu'on parle de matières premières, la Chine, lorsqu'elle va négocier avec la Russie, de dire je veux pour 30 ans de pétrole russe. Le lendemain du contrat, la Chine dépose 100 milliards sur la table. Il n'y a aucun privé qui est capable de faire ce genre de négociation. Donc ça, c'est une nouveauté sur le plan mondial. Deuxièmement, lorsque vous créez une entreprise en Chine, j'ai créé la première entreprise en Chine depuis 14 ans, vous vous rendez compte que tout ce que les Occidentaux racontent, ils n'ont rien compris. Parce que la compétitivité chinoise ne se base pas sur la main-d'œuvre ou sur leur monnaie. La compétitivité se base déjà au niveau de la matière première, parce que ce n'est pas une entreprise privée qui va aller acheter le pétrole. Même si on l'a présenté comme étant l'atelier du monde? Non, ça c'est une autre erreur. Parce que, je vais vous dire une chose, les Européens continuent de se voir toujours en haut et les Chinois en bas. Et ce qui fait qu'ils n'ont pas vu la Chine venir. La Chine était la première puissance du monde au XVIIIe siècle. Il faut toujours le rappeler. Et les Européens ont plié la Chine, les Européens et les Américains, Nord-Américains aussi, le Canada, avec 2 guerres de l'opium. Les Chinois, en quelque sorte, veulent se venger de ces 2 guerres de l'opium. Et une guerre dite des boxers.
ils veulent se venger parce qu'ils étaient la première puissance. On a contraint des générations de Chinois à consommer la drogue. Oui, la fameuse guerre d'opium. Voilà, à consommer la drogue. Et ça, ils ne l'ont jamais oublié. Lorsque vous allez à Pékin, dans le célèbre palais d'été, il y a une plaque qui est là. C'est un espace de 44 hectares. Il y a une plaque qu'on a mise là. C'est resté à l'état que les Français et les Britanniques l'avaient truandé au 19e siècle. Il y a une plaque qui dit « Cet espace est laissé à l'état pour que les nouvelles générations de Chinois savent qui sont les Occidentaux. » Ça, c'est très parlant. Alors que nous, en Afrique, on nous a fait du mal. Nous continuons de voir que on doit être sauvé par celui qui nous a déjà fait du mal. Donc, ça c'est une leçon que j'apprends en étant en Chine. Que eux, ils ne se demandent pas comment on va faire pour être comme les Occidentaux, mais comment on va faire pour dépasser les Occidentaux. Alors que nous, en Afrique, on dit comment on va faire pour être comme les Blancs. Dès lors qu'on pose des choses comme ça, ça veut dire que nous sommes dans une condition d'infériorité. On a intériorisé notre subalternité. Parlant de l'économie, des relations États-Unis et Chine, nous savons justement qu'il y a vraiment une certaine interdépendance entre les économies américaines et les économies chinoises. On parle du cas de la dette de la Chine envers les États-Unis et on parle aussi de l'utilisation de dollars américains. Au vu de ça, on sait que les deux économies sont liées. Et beaucoup de gens disent si les États-Unis tombent, la Chine tombe avec. Est-ce que, avec ce constat, la Chine peut vraiment s'émanciper des États-Unis? Et peut-être je pourrais compléter aussi en disant que la Chine en ce moment, c'est quasiment 8% de l'économie mondiale. Les États-Unis, c'est 20% de l'économie mondiale. Donc la Chine est certes en train de monter. Elle a surpassé le Japon au deuxième trimestre 2010. Donc c'est la deuxième puissance économique en termes de croissance. Mais elle est encore, on peut dire, loin des États-Unis. Même si les estimations pensent que d'ici à 2025, si elle continue sur la même lancée, elle pourra surpasser les États-Unis. Voilà, ceux qui disent ça, c'est parce qu'ils sont encore dans une logique occidentale de la conception économique. Je suis un économiste formé à l'occidental. Donc, moi aussi, je vois les choses comme ça. Il faut séjourner en Chine pour comprendre quel est leur mode de pensée. Les Chinois ont fait quelque chose que les pseudo-experts de la Chine qui vont faire 3 semaines dans un hôtel, ils rentrent, écrivent un livre, ne peuvent pas voir. On a connu ça en Afrique aussi. Oui, mais aujourd'hui ils le font pour la Chine. Ils sortent de ces théories sur la Chine, qui sont toutes fausses. Alors, sur cet élément, la Chine peut se passer tranquillement des États-Unis, pour un élément simple. La Chine fait tout et tout pour freiner la consommation interne. Parce que l'espace de développement de l'économie chinoise, c'est dans sa consommation interne. Or, elle fait tout et tout pour ne pas l'activer à l'heure où on parle. Est-ce qu'elle est prête de faire sa dette? Non, pas ça, parce que c'est un espace au cas où il y a eu une guerre avec les Américains, que les portes se ferment. Donc, ils ont laissé ça comme la marge. Plan B, c'est leur plan B. Le plan A, c'est dit, tant que tout marche bien, j'exporte. J'exporte. Mais leur plan B, c'est de dire que si d'un jour à l'autre il y a une guerre et que je ne dois plus exporter en Occident, ce jour-là, je commence maintenant à activer la consommation interne. Et ils sont 1,3 milliard. Ils vont faire consommer 1 milliard. Aujourd'hui, ils ne consomment pas les 1,3 milliard parce que le gouvernement a fait le choix de freiner la consommation interne. Donc, si je comprends bien, la Chine peut se passer de tout cet argent que Parce que la stratégie qui est dessinée par les autorités chinoises est telle qu'ils se préparent au pire avec les Occidentaux. Ils ne veulent pas dépendre infiniment seulement d'eux. Ils se disent ça peut mal tourner. Je vais vous amener dans un volet plus africain. Vous nous parlez de la Chine comme ce pays qui est capable de nous aider à nous en sortir. Mais généralement, dans vos écrits, je ne vois pas le volet relations sud-sud. On sait qu'on a des pays émergents comme le Brésil, avec pratiquement 300 millions d'habitants. On a un pays comme l'Inde qui a pratiquement 1 milliard d'habitants. Parlons aussi de la Chine. Ne pouvons pas, en économie, on dit généralement la diversification, c'est pour baisser le risque. Est-ce que ce n'est pas un gros risque de s'associer seulement à la Chine? Est-ce qu'on ne pourrait pas plutôt voir ça dans une relation sud-sud? Moi, tout à l'heure j'ai dit que je ne suis pas sinophile, tout ça. Je soutiens juste il y a une différence entre la Chine et les autres pays du BRICS. Okay. C'est que les relations entre la Chine et l'Afrique, c'est des relations d'État à État. Alors que les relations entre l'Afrique et l'Inde, c'est des relations d'un privé à l'État. Et le privé indien a une autre motivation qui est le profit immédiat.
Et ce profit immédiat est exactement la même condition des Occidentaux. La même chose pour le Brésil. C'est toujours... On ne va pas dire que un État africain a signé des conventions avec un privé brésilien. Alors que dans le cas de la Chine, c'est la négociation entre deux États. Et dans la négociation entre deux États, il y a des arrangements qu'on fait à 20 ans. Et des arrangements qu'on fait à 30 ans. En disant quels sont les intérêts de l'un et de l'autre. Chez le privé, on a vu un peu, même au Cameroun, le privé brésilien, il prend la route. Pour construire, il fait un devis moins cher. Ce devis, il se comporte exactement comme font les Occidentaux. Après 2 mois, il dit non, je n'ai pas tenu compte qu'il y avait un rocher. Donc, il faut augmenter. Non, je n'ai pas tenu compte que le marécage avait telle profondeur. Donc, il faut qu'on augmente l'enveloppe. Parce que c'est un privé. Alors que quand le Chinois prend le marché, c'est l'État chinois qui prend le marché. Quel que soit ce qu'il trouve sur le chemin, il a dit, je vous donne le chantier en 6 mois, il vous donnera en 6 mois. Parce que le comportement d'un État, ce n'est pas le comportement d'un privé. Mais il peut faire face aux mêmes intempéries. Pardon? L'État peut faire face aux mêmes intempéries, aux mêmes imprévus que... Exactement. C'est comme le gouvernement chinois a lancé le satellite, a construit et lancé le satellite nigérien, qui on dit il y a eu des sabotages, parce que pour prouver que la technologie chinoise ne marche pas, on l'a déplacé de l'orbite où il a été placé. Mais d'habitude, lorsque vous passez commande chez un privé, chez Ariane, lorsqu'il y a ce genre de déboires, il faut que vous voyez avec votre assurance. Dans le cas du Nigeria, la Chine a tout simplement remplacé le satellite. Donc la Chine n'a pas répondu aux logiques du marché. Et ça peut se faire seulement lorsque vous avez affaire dans ce genre de relation entre deux États. Et justement, avant qu'on approfondisse avec les relations Chine-Afrique, je voulais qu'on finisse un peu sur le potentiel, la capacité de la Chine, même en elle-même comme puissance montante. Tout à l'heure, vous disiez qu'il faut éviter de regarder sous le prisme des Occidentaux quel est le potentiel de la Chine. Et justement, je veux qu'on regarde quelques indicateurs. Là, je le mentionnais, la Chine a surpassé le Japon en ce qui concerne la croissance économique, c'est-à-dire l'évolution du PIB. Là, avec ça, on peut se dire la Chine, c'est la deuxième puissance. Mais quand on regarde d'autres indicateurs économiques, puisqu'il n'y a pas que la croissance qui fait le développement, quand on regarde d'autres indicateurs, au niveau du PIB par habitant déjà, la Chine est très loin derrière le Japon parce que c'est 3500 $ américains par habitant en Chine, contre 33 000 au Japon, contre 46 000 aux États-Unis. Donc quand on regarde la richesse ramenée à chaque individu, on peut se dire que la Chine est encore bien loin. En plus, si on ajoute d'autres indicateurs, notamment la qualité de la vie, l'accès à l'éducation, avec ce qu'on appelle l'indice de développement humain, la Chine se retrouve 101e pays sur 187. Donc, de ce point de vue, est-ce qu'on peut dire que, oui, la Chine, c'est la première puissance, est-ce que les Chinois sont heureux? Est-ce qu'on peut se dire que les Chinois sont riches? Je te réponds sur 3 points. Premier point, les classements. Observez bien, si vous lisez les médias chinois, la Chine n'a jamais dit que je suis 5e, 4e, 3e mondial. La Chine refuse ce classement. La Chine se considère toujours un pays en voie de développement. Fait toujours les réunions avec les pays non alignés. La Chine refuse d'être classée pays ou tout ce qu'on veut. Donc, le classement, la Chine le refuse. Deuxième élément, s'il faut parler du produit intérieur brut, encore une fois, ce sont des classements biaisés. Je vais juste te donner un exemple. Aux États-Unis, 5% de la population contrôle les 60% de la richesse nationale. 5%. Quand on va aller calculer le PIB, on va dire que les Américains sont riches. Mais on ne va jamais ressortir que cette richesse appartient à une poignée de mains. Troisième chose, l'éducation. Je vais te rappeler qu'aujourd'hui, quand je suis dans une ville en Chine qui s'appelle Tianjin, quand on va voir les statistiques, les plus grands, les étudiants étrangers, c'est les Américains qui vont étudier en Chine. Ils vont faire ingénierie, ils vont faire médecine, parce que l'accès à l'éducation, tous les Chinois ont accès gratuitement à l'éducation, ce que ne font pas les Américains. Donc, lorsqu'on vient faire des classements biaisés, de dire, est-ce que l'Américain a accès à l'éducation? Mais non. Non. Et c'est là où les Chinois battent. Et c'est ce que nous voulons. Nous voulons, nous les résistants vrais et les combattants vrais. Une Afrique où l'éducation sera gratuite pour le peuple africain. Une Afrique où les Africains vont se soigner proprement. Parce que on ne peut pas développer l'Afrique avec une population malade. On ne peut pas développer l'Afrique avec une population qui meurt de faim. On ne peut pas développer l'Afrique avec une population
au XXIe siècle, qui n'ont pas accès à l'eau potable. Mais l'eau potable, c'est la chose la primordiale, numéro 1. Mais maintenant, l'éducation nationale que nous voulons, les résistants et les combattants, c'est pas l'éducation nationale de l'homme blanc. Non! Ça doit être l'éducation africaine. L'éducation africaine, on va apprendre à nos générations futures. Qui était Shaka Zulu? Qui était Kunta Kinte? Qui était Kimpavita? Qui était Simon Kimbangu? Et qui était Laurent Désiré Kabila, le vrai président, assassiné au Congo RDC? Qui était Marien Gouabi? Qui était Fulbert Youlou? Qui était Massamba Deba? Tout ça là, c'est ça. Et dans l'éducation nouvelle en Afrique, on va apprendre aux Africains leur terre. Car l'Africain, il faut l'apprendre à aimer sa terre. Parce que l'Africain, on lui a inculqué que sa terre était une terre maudite. Et l'Africain a gardé ça dans la tête. Parce qu'on a dit quoi à l'Africain? Ta terre, elle est maudite. Ta terre, elle ne produit rien. Ta terre n'est pas riche. Mais tu dois aimer la Bible. Aime la Bible plus que ta terre. Aime la religion musulmane plus que ta terre. C'est ce qui fait que vous verrez, le dimanche, les Africains sont remplis dans des églises. Églises catholiques. Églises de réveil. Alléluia. Alléluia. Hein? Il y en a dans les églises de réveil. Des langues qu'on ne comprend pas. Même nos ancêtres, dès qu'ils écoutent ça, ils se disent, est-ce que nos progénitures, ils sont devenus dingues et dingues? Voilà. Maintenant, la religion musulmane, hein, venant d'ailleurs, Allahu Akbar, Allahu Akbar, mais l'Africain est perdu. Pourquoi? Parce que les musulmans soi-disant, comment tu peux être musulman? Tu es en contact avec Allah, tu es en contact avec Mohamed. Vous découpez les Africains en Libye. Vous les vendez comme de la marchandise en Libye. Vous coupez les Marocains en Libye. Les Africains au Maroc, vous les coupez. En Libye, vous coupez les Africains. Au Maroc, vous les coupez. En Algérie, des Africains, ils souffrent. Attendez. Et vous dites que vous connaissez Allah? Non, vous ne connaissez pas Allah. Non. Non. Je veux vous dire, vous ne connaissez pas Allah. Non. Parce que moi, le Dieu africain que vous voyez, dans des mosquées, on m'appelait Mohamed. On m'appelait Mohamed. Donc, arrêtez de jouer avec les gens. Parce que moi, le Dieu africain, je sais qu'est-ce qui se passe réellement. Le malheur de l'Afrique. Les religions importées. Le malheur de l'Afrique, les religions importées. L'aliénation totale. L'aliénation totale. La Bible, le Coran a aliéné le peuple africain. Et c'est comme ça que l'homme blanc joue avec l'homme noir en Afrique. Il y a des gens, ils étaient là, ils se déconnectent. Parce que ce sont des musulmans. Dès qu'ils entendent que je commence à parler des musulmans, ils se déconnectent. Mais ce sont des noirs. Mais des noirs qui n'ont pas compris encore. Des noirs qui n'ont pas compris. Ils ont tellement confiance à l'homme blanc. Ils ont confiance à l'homme arabique. Mais l'homme arabique n'aime pas l'homme noir. Hein? L'homme noir souffre au Maroc. Hein? Même moi, le Dieu africain, jamais j'ai mis mes pieds au Maroc. J'ai des nièces qui sont allées étudier au Maroc dans des grandes universités, des cousins, des neveux. Mais jamais je suis allé au Maroc. Imaginez. J'aime pas les pays arabiques, moi. J'aime pas parce que l'arabe n'aime pas l'homme noir. L'homme noir
n'est pas aimé par l'arabe. L'arabe n'aime pas l'homme noir. Et ça, les Africains devront comprendre. Le jour que les Africains vont comprendre, les Africains vont sortir de l'auberge. Parce que l'homme arabe n'aime pas l'homme noir. On va repartir sur ce qu'il dit parce que c'est très intéressant. Et après, nous allons voir autre chose de meilleur. Les Américains. Parce que lorsque les Chinois produisent 1000 ingénieurs, les Américains en font 10. Parce qu'aux États-Unis, on est un peu dans l'élitisme. On va dire, il y a la Harvard, il y a la MIT, il y a ceci. Mais ils sont combien? Alors, je suis dans une ville à Tianjin. Il y a 12 universités à Tianjin. 10 forment seulement les ingénieurs. 10 universités. La ville a 16 millions d'habitants. 10 forment seulement les ingénieurs. Tous les dirigeants chinois que tu peux voir sont d'abord des ingénieurs avant d'avoir une formation en droit, en économie, en tout ce qu'on veut. Donc ils ont un système, leur système. Pourquoi former que uniquement des ingénieurs? Non, ils sont d'abord ingénieurs avant, c'est ce que j'ai dit. On ne forme pas que les ingénieurs. Il faut qu'on soit d'abord ingénieur avant de faire autre chose. Quelle est la logique de ça en fait? À valeur ajoutée à non, parce que il faut bien voir la crise dans laquelle les Européens sont et aussi une crise d'incompétence des dirigeants. Vous avez des dirigeants qui sont bien à faire des beaux discours. C'est habituellement des gens qui ont fait droit, mais qui ne comprennent rien en ce qui regarde les brevets. Ils savent juste comment il faut aller enregistrer un brevet, mais ils ne savent pas comment on crée un brevet. Or, ils ont affaire à un dirigeant chinois qui sait comment on crée un brevet. Donc, qui sait qu'il faut qu'il investisse pour créer de nouveaux brevets. Alors que l'autre, il a été élu parce qu'il sait faire des beaux discours, parce qu'il est un littéraire, parce qu'il est dans cette formatation. Il fait du storytelling. Mais là, justement, je vais vous demander, est-ce que vous pensez que la Chine peut continuer comme ça? Parce que ça fait 30 ans que la Chine a un taux de croissance du PIB de 10% depuis 30 ans. Est-ce qu'on va pouvoir continuer comme ça? Parce que vous vivez en Chine, vous y avez été, vous avez séjourné. Quand vous regardez autour de vous, on voit bien que la Chine, quand même, la manière dont elle s'enrichit, la manière dont elle se développe, à un moment donné, ça peut ce qu'on peut appeler d'autres bases comme l'écologie, l'environnement. Vous voyez Pékin le matin à 5 heures, vous voyez le brouillard de pollution qu'on peut avoir. Est-ce que vous pensez que tu vois ça où? De ce point de vue, à Pékin, le matin? À Los Angeles, 50% de la population de Los Angeles est asthmatique. Los Angeles. Toutes les photos de Los Angeles sur le net sont truquées, sont passées au Photoshop. Mais bien sûr, les États-Unis sont le premier pollueur au monde, mais la Chine est en train de les dépasser. Lorsque tu ne verras pas ce débat sur Los Angeles, mais ils ont fait une propagande de dire Pékin, 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 Pékin. Alors, je vais juste te dire quelque chose. Ma première entreprise en Chine, c'est une société chimique. On m'a donné le droit de m'installer à un endroit. Un instant après, on est venu me dire que j'étais trop proche des habitations. On m'a fait déguerpir à 29 km. 29 km. Tu ne verras pas ça à Los Angeles. Mais est-il vrai que la Chine est en passe de devenir le premier pollueur au monde? Non, la Chine est en train de devenir le premier en écologie. La Chine est aujourd'hui le premier producteur de panneaux solaires. Et il y a, dans la ville où je suis, Tianjin, ils sont en train de construire une cité entièrement écologique. Parce que c'est eux aujourd'hui qui ont l'avance dans beaucoup de choses. Donc, pourquoi on parle de ça? Parce que les Occidentaux sont habitués à être des donneurs de leçons. Comme ils ne peuvent pas taper sur l'économie, ils cherchent à s'agrapper sur les miroirs. Et ce miroir, ils ont trouvé, c'est l'économie. Mais là aussi, ils sont mal barrés. Parce que sur le plan... J'aurais une question justement. Quand je vous écoute justement, je vois beaucoup de force de la Chine et je sais justement en économie, on sait toujours que toute entité, toute personne a une force et a des faiblesses. Et moi en tant qu'Africain, vous en tant qu'Africain, si je vous demandais c'est quoi la faiblesse de la Chine et à partir de cette faiblesse, qu'est-ce que nous pouvons améliorer pour que les relations Chine-Afrique soient encore plus fortes? Oui, les faiblesses de la Chine, économiquement parlant. Oui, les faiblesses de la Chine, ce sont des choses que j'ai dit aux dirigeants africains, que je ne vais pas le dire en public. Donc, tu permettras que je ne réponde pas à cette question. Parce que je suis là pour protéger l'Afrique. Je suis là pour la souveraineté africaine. Donc, à un moment donné, nous avons aussi... Mais c'est quand même pas un secret de savoir... Non, parce que... À moins qu'on fasse la géostratégie chinoise. En stratégie, c'est sûr qu'on ne va pas révéler ce type d'informations. Je parle du bien de la Chine parce que ça participe à la déconstruction
qu'ont les Africains d'adorer leurs prédateurs. C'est pour ça que j'insiste même trop sur la Chine. C'est parce qu'à un moment donné, on appelle, lorsque quelqu'un vous a tellement maté, à la fin vous êtes même contre quelqu'un qui vient lui... Les Africains ont le devoir de ne plus aimer leurs prédateurs. Les Africains ont le devoir de ne plus aller faire la courbette à leurs prédateurs. Parce que l'Africain aime beaucoup faire la courbette à son prédateur. Je vais donner l'exemple. Le président Jean Ping est élu démocratiquement au Gabon par le peuple gabonais. Les Gabonais ont la chance de voter dans leur ambassade en France et ailleurs. Mais est-ce que les Congolais votent dans des ambassades? Non. Non, interdiction, il n'y a pas de vote. Parce que ça s'ouvre avec le clan de la mafia de France. Les Congolais ne peuvent pas voter dans des ambassades. Et ça fait que la dictature de Sassou, elle fait que monter grâce au système des prédateurs. Mais les prédateurs, c'est qui? La France de merde. Les prédateurs, c'est qui? Mais ceux qui dirigent à l'Élysée, au Sénat et à l'Assemblée nationale. Des soi-disant des personnalités soi-disant doctorats. Des gens qui font des super beaux discours, mais qui sont nuls dans tout. Regardez l'éducation nationale. L'école, jardin d'enfants, l'école primaire, ils doivent apprendre aux enfants ce que c'est le zizi, le superbe, la matrix de la jeune fille et de la maman. Mais il y a un problème. Ça devient de la pédophilie. Le système démoniaque. Est-ce qu'en Chine, on apprend aux enfants ce que c'est les zizi? Est-ce qu'on leur apprend le superbe? Non! Les Chinois apprennent aux enfants plusieurs langues. Les Chinois apprennent aux enfants comment il faut faire pour développer la Chine. On ne leur apprend pas le sexe. La France a un problème. Nous sommes dirigés par des psychopathes, des mythomanes, des gens qui ont besoin d'être arrêtés et placés dans des hôpitaux psychiatriques parce qu'ils ont des problèmes de tête. Là, le gouvernement français a un problème de tête. Il vous parle de liberté, égalité, fraternité. Il vous parle de la France, pays de droits de l'homme. Est-ce qu'il respecte la liberté et pays de droits de l'homme aux Antilles? Est-ce qu'il respecte la liberté et les droits de l'homme en Afrique? Non, tout est bafoué en Afrique. Nous avons un problème avec cette communauté internationale. Tous des voleurs, des voyous. La vérité doit être dite. On va continuer à suivre cet homme-là parce que c'est intéressant. Et après, on va passer au bassin du Congo pour voir comment les Chinois coupent les arbres. Les voleurs, les Chinois. Les Xing Shang Xing. Le malheur de l'Afrique. Xing Shang Xing. Lui donner une gifle. Le syndrome de Stockholm. Voilà, le syndrome de Stockholm. Donc les Africains sont dans cette condition-là. Donc c'est pour ça que quand je parle trop de la Chine, c'est juste parce que ça participe de cette déconstruction. Mais pour le reste, je vis en Chine, j'ai des employés chinois, je sais comment ils réagissent, donc je connais leurs faiblesses, et ces faiblesses, je les tiens pour moi puisque je suis aussi en Afrique pour développer l'Afrique. Continuons avec la Chine, avec la déconstruction, comme vous le dites. En parlant du volet agricole, ces 3 dernières années, 20 millions d'hectares de terres agricoles africaines ont été transigées. Et puis, la majorité des terres étaient transigées par la Chine, même comme on parle aussi des États du Golfe et de la Corée du Sud. Selon le Fonds international de développement de l'agriculture, la majorité de ces terres qui sont transigées, c'est des terres agricoles. Au détriment des Africains. Au détriment des Africains, justement, je voulais venir à ce point. C'est beaucoup plus pour l'eau et pour la nourriture. Généralement, ces pays, c'est pour rapatrier cette nourriture pour leur propre peuple. C'est quoi votre point de vue là-dessus en tant qu'Africain? Voilà, ça c'est encore un mensonge du système.
J'imagine que vous n'appréciez pas l'urbanisme en question. Enfin, non, justement, ils sont là, ils jouent une partition qui leur est attribuée dans le système. Et ça, c'est encore un mensonge. Pourquoi c'est un mensonge? Ils ont appelé ça l'accaparement des terres africaines. C'est un mensonge, pourquoi? Parce que là, on parle de 20 millions d'hectares. Et là, tu as ajouté un élément. Tu as dit que tout ce qui est produit est rapatrié. Je vais te dire, rentre un peu dans la période coloniale. Combien de millions d'hectares de terres africaines, camerounaises, ont été accaparées pour faire le café que nous ne mangeons pas, pour faire le cacao que nous ne mangeons pas, et qui est autant rapatrié vers l'Europe. Mais toi, ça ne t'interpelle pas. Parce que pour toi, ce n'est pas l'accaparement. Pour toi, c'est normal que toutes les terres qui sont fertiles soient dédiées à une plante qui ne t'apporte rien du tout. Nous l'amenons le point justement parce qu'on s'est dit, nous, je veux dire, le plus important souvent c'est de ne pas condamner une colonisation pour une colonisation. Non, mais laisse-moi finir le raisonnement. Laisse-moi finir le raisonnement. Alors, le problème c'est quoi? Dès lors qu'on sait qu'aucun pays ne s'est enrichi, ni avec le café, ni avec le cacao, encore moins avec le coton, ce sont les pays africains qui disent, ok, d'accord, toi la Chine, tu m'envoies tes habits, tu m'envoies tes chaussures. Oui, d'accord, tu m'as ouvert ton marché. Mais qu'est-ce que moi je peux te vendre? C'est la Chine qui dit, ok, voilà, moi je ne consomme pas ton café. Parce que moi c'est le thé chinois. Je ne peux pas t'acheter ton café. Mais je peux t'acheter le riz. Je vais te donner l'exemple du Cameroun. Le Cameroun est devenu un pays producteur de 500 000 tonnes de riz. Quand on va voir la facture du riz camerounais vendu à la Chine, c'est le double de la facture de tout le café que vous faites pour envoyer en Europe. Donc si je comprends bien, ces terres qu'on dit que la Chine a achetées, en fait c'est des terres camerounaises. Les contrats de 100 ans, allez voir les contrats. Mais allez voir les contrats. C'est ce qu'on cherche avant, on n'a jamais vu les teneurs des contrats. Oui, non, mais parce qu'il y a aussi des gens qui ne sont là que pour chercher des problèmes. Lorsque j'ai dit il y a un an que la Chine avait décidé de construire des avions dans la ville de Kribi, on a des Camerounais qui ont répondu, notamment quelqu'un qui a dit ingénieur à Hambourg, qui a dit que la Chine n'a jamais fait d'avion, comment, tout ça. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement incrustés dans le système, qui n'arrivent pas à accepter qu'on peut se lever, et comme ils ont leur rôle dans le système, et ils ont accepté, ils se disent, bon, si ça se passe sans eux, ceux qui sont dans les pétrins. Donc ils font partie du dispositif. Absolument. Or, lorsque un an après, ça résulte que non seulement la Chine fabrique ses avions, mais que le Cameroun en a acheté, c'est les mêmes gens vont dire que, ah non, la Chine a trompé le Cameroun pour le prix des avions, le prix catalogue. Attention, vous avez une voiture, quelqu'un y a le prix catalogue, mais les options qu'il y a dans votre voiture, c'est à vous de savoir. Donc, ces gens ont vu sur le net un prix indicatif et dit que le Cameroun n'a pas acheté au prix qu'ils avaient vu affiché sur le net. Moi, je suis fabricant de machines d'emballage ou bien de climatiseurs. Le prix que moi-même je mets sur le net, c'est le prix le plus bas pour pouvoir appâter les gens. Mais dès lors que tu viens chez moi, tu dis que ok, je veux conditionner par exemple, je sais pas, l'huile en sachet. Je veux faire des sachets de tel. Je veux qu'il y ait en chapelet. Le prix va changer. Je veux que ce soit pas seulement du 5 grammes, mais que cette même machine fasse aussi du 100 grammes. Certaines conditions s'appliquent. Voilà, même moi, je cherche à appâter les gens sur le titre. Donc ils sont tellement naïfs qu'ils viennent dire, ah non, mais le Cameroun a été trompé par la Chine. Il faut qu'ils trouvent toujours un problème. C'est une question de négociation alors. Ça veut dire qu'à la fin, ils ne savent pas, ils n'ont pas accès au dossier. Et ce n'est dans l'intérêt même pas des gouvernements africains d'aller mettre le dossier sur la table pour des gens qui ne sont là que pour chercher des problèmes. Alors là, il y a une théorie que vous forgez depuis un bon bout de temps, notamment dans les relations sino-africaines. On va préciser que c'est clair, c'est net maintenant, depuis 2009, la Chine est le premier partenaire commercial de l'Afrique. Absolument. Et l'Afrique est la quatrième destination des investissements chinois. Alors quand on voit ça, vous pensez qu'avec le potentiel que la Chine a, le potentiel dont regorge l'Afrique, vous pensez que ça peut être un pays qui va nous sortir des griffes, des mailles de l'Occident? Enfin, vous y croyez fermement, Mordicus, qu'on peut se servir au moins de la montée de la Chine et du fait qu'elle va distraire ou alors s'occuper des autres pour s'en sortir? Oui, absolument. Parce que qu'est-ce que le système dominant nous avait habitué à quoi? Qu'ils viennent chez nous, ils prennent tout, ils s'en vont et nous sommes endettés. Alors, le seul fait que la Chine vient et dit, je prends
dans le cas du Cameroun, je prends 20 ans de manganèse. En échange, je transforme votre pays en pays émergent. Ça, c'est le deal. Ça fait que quoi? Ça fait que les autres pays vont se poser la question. Moi, le Gabon, moi qui ai eu le pétrole, la France qui a exploité mon pétrole depuis 50 ans, qu'est-ce que j'ai eu en échange? Alors, dernièrement, l'Union européenne a envoyé 10 personnes. La France a exploité le pétrole de chez moi au Congo.